Allons-y. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce 7e épisode du webinaire, la web-série, pardon, les générateurs. Donc, tu peux tourner les pages, s'il te plaît, Mathieu, vu que tu as la main sur le support. Merci. Avant de démarrer ce webinaire, je vais me présenter. Je m'appelle Alvina Eng, la responsable d'antenne du CRER sur le Limousin, et que je suis également conseillère les générateurs. Donc, pour rappel, les générateurs, c'est une démarche qui est soutenue par l'ADEME et la région, qui a pour objectif d'accompagner en amont les collectivités pour le développement de projets photovoltaïques et éoliens. La région, il y a 3 structures qui effectivement se partagent la région. Donc, nous avons le Centre régional des énergies renouvelables dont j'appartiens, qui s'occupe effectivement de l'ex-Poitou-Charentes et de l'ex-Limousin. Nous avons Cyrena qui s'occupe effectivement de l'ex-Aquitaine. Et après, nous avons l'ALEC 33 qui s'occupe du département de la Gironde. Tu peux tourner, s'il te plaît. Donc, bien sûr, cet accompagnement est gratuit, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement spécifiques. Avant de démarrer aussi ce webinaire, pour rappel, au niveau de l'organisation, ça va durer à peu près 40 minutes de présentation avec 20 minutes d'échange, donc n'hésitez pas à préparer vos petites questions. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer en direct sur les anciens webinaires, vous avez tous les liens qui sont sur cette présentation où vous pouvez accéder et re-regarder en replay les différents webinaires qui ont été organisés entre 2022 et 2023. Sinon, vous pouvez aussi les retrouver sur les différents sites internet des conseillers, les générateurs en région Nouvelle-Aquitaine. Tu peux, s'il te plaît. Alors, pour ce webinaire, on va aborder effectivement le sujet de l'autoconsommation collective. Nous aurons une première intervention de la région par Elwina Piznal, qui est chargée de mission logement social, FEDER et projets citoyens, qui va nous présenter les différents dispositifs de la région concernant l'autoconsommation collective multi-acteurs. Par la suite, nous aurons une intervention de Mathieu Mansouri, directeur adjoint du CRER, qui va présenter effectivement qu'est-ce que c'est l'autoconsommation collective et comment réaliser un projet. Puis, nous aurons une intervention par Patrick Pasquet, j'espère que je le prononce bien, d'Enedis, qui est chargé de mission développement des énergies, qui va nous présenter le rôle en fait des gestionnaires par rapport à ce type de projet. Et nous allons terminer avec Nicolas Thierry, qui est chef de projet TEPOS à la communauté de communes Albret Communauté dans le 47, qui va nous présenter différents retours d'expérience. Eh bien, je vous remercie. Nous pouvons débuter cette présentation. J'attends pas que le mec il attache l'élastique quand même. Enfin, je sais pas. Merci beaucoup, Alvina, pour cette introduction. Donc, je suis Evelina Piznal de la direction Climat-Énergie. Je fais partie du service de la transition énergétique des territoires. Et voilà, vous connaissez sûrement mes collègues Isabelle Nerberson, Arnaud Meslin et Aurélien Bernier qui vous accompagnent au niveau de la transition énergétique. Ce sont des chargés de mission territoire. Et mon intervention sera très, très rapide puisque nous voudrions faire vraiment un lien avec les dispositifs de la région qui sont à votre service pour accompagner, pour étudier les projets de l'autoconsommation collective. Et également, je voudrais rappeler que nous avons déjà organisé un webinaire. C'est un webinaire complémentaire sur l'autoconsommation et le retour d'expérience qui a eu lieu le 13 octobre 2023. Donc, ce webinaire a été enregistré et il sera également partagé avec vous suite à ce webinaire de cet après-midi. Voilà, parce qu'il s'agit d'un webinaire vraiment complémentaire qui vous sera très, très utile. Alors, Mathieu, si tu veux bien... merci, changer de slide. Merci beaucoup. Au niveau de la région, donc les projets de l'autoconsommation collective, on les accompagne depuis 2018. Donc actuellement, nous avons 16 projets en fonctionnement qui étaient cofinancés par la région depuis 2018. Donc suite à tous les derniers événements géopolitiques, l'augmentation des prix d'électricité, le contexte économique qui est assez compliqué,
La région a renouvelé son dispositif sur l'autoconsommation collective. Donc aujourd'hui, on en a 3 qui sont à votre disposition. Donc tout d'abord, je vais commencer par l'appel à projet participatif et citoyen pour la transition énergétique. Donc il s'agit d'un appel à projet que nous pilotons avec l'ADEME. Nous sommes binômes sur cet appel à projet. Donc, les projets de l'autoconsommation collective sont également éligibles. Et ce que nous recherchons dans cet appel à projet, c'est justement encourager la participation citoyenne dans les projets de territoire, voilà, en lien avec les énergies renouvelables citoyennes, dont les projets de l'autoconsommation collective. Donc, dans ce cadre-là, nous pouvons accompagner les acteurs publics et privés, les collectivités également, vous êtes éligibles dans les différentes phases des projets, donc pour la mobilisation, pour les études économiques, les études juridiques, les études de faisabilité, mais également on valorise la participation citoyenne. Notre deuxième dispositif qui est vraiment très, très spécifique, l'autoconsommation collective, qu'on a mis en place en juillet 2023. C'est un appel à projet en fait, c'est pas vraiment un appel à projet, pardon, c'est un dispositif, c'est un règlement qui accompagne les acteurs privés et publics vraiment dès le début, dès le recensement du foncier, de l'identification des producteurs, des consommateurs, le partage, la détermination des clés de répartition, mais vraiment on va jusqu'au bout, jusqu'à la mise en œuvre de la personne morale organisatrice. Donc, je vais faire un petit zoom tout à l'heure sur cet appel à projet. Et on a également un troisième dispositif, innovation dans le modèle d'autoconsommation hybride à usage professionnel. Donc, ce dernier appel à projet, il encourage l'expérimentation des projets de l'autoconsommation individuelle, mais également collective, en s'appuyant sur les différents types d'énergie renouvelables hybrides. Donc, ces 3 dispositifs sont à votre disposition sur le guide des aides de la région. N'hésitez pas à les regarder, à les voir. Il y a tous les détails qui sont précisés, également les contacts. N'hésitez pas à nous solliciter, voilà, lorsque vous avez des interrogations. Mathieu, s'il te plaît, si tu veux changer de slide. Merci. Je voulais faire le petit zoom sur ce dernier appel à projet sur l'autoconsommation collective multi-acteurs. Vous avez bien compris que voilà, on peut vous accompagner dès le début jusqu'à la fin. Donc, toutes les études d'opportunité, de faisabilité et de mise en œuvre sont éligibles. Les structures publiques ou privées sont également éligibles, mais non liées à un fournisseur d'énergie. En ce qui concerne l'assiette de dépenses éligible, donc toutes les réalisations doivent être accompagnées par un prestataire externe. Donc les devis sont également demandés dans le cadre de l'instruction et le taux d'intervention de la région peut varier entre 50% à 70% en fonction du projet, du type de la structure qui porte des projets, puisque les sociétés citoyennes ou les projets citoyens portés peut-être par d'autres structures, pas uniquement les sociétés citoyennes, sont également éligibles et ils peuvent bénéficier d'une aide complémentaire au même titre que les petites entreprises. Slide suivant, s'il te plaît, Mathieu. Merci. Donc, au niveau des contacts pour ces dispositifs multi-acteurs, vous avez Sylvie Chaplet, qui est notre référente à l'autoconsommation collective, Alice Monnier. Voilà, vous avez bien compris que c'est en fonction du département que votre interlocuteur change. Au niveau des départements en ex-Aquitaine, donc vous pouvez contacter
nos services via un mail générique de la direction climat, énergie, énergie Nouvelle-Aquitaine. Et chaque demande va ensuite être dispatchée en fonction de la demande. Voilà. Il peut y avoir les interrogations qui concernent directement nos collègues chargés de mission territoire. Donc, vos demandes seront automatiquement transmises à eux. Voilà, Mathieu, je pense que je remplis la mission. Je n'ai pas pris beaucoup de temps, c'est la règle du jeu. Merci Evelyna, c'est parfait. Et c'est Merci. important de présenter les dispositifs régionaux. Voilà, donc vraiment, parce que n'hésitez pas à regarder sur le guide des aides. Vous avez toutes les informations et ensuite, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci encore. Je te laisse la parole. Et c'est très bien de montrer que la région est toujours là depuis 2012, je crois, pour le premier appel à projet sur l'autoconso individuel à l'époque. Et encore aujourd'hui sur le développement de l'innovation autour de l'autoconso. Donc c'est parfait. Ce que je vous propose, c'est de continuer par la prochaine présentation. Ensuite, on enchaînera également par les présentations d'Enedis et puis de la communauté de communale Bray pour avoir une série de questions tout à la fin pour que vous puissiez poser vos questions une fois que toutes les interventions sont terminées. N'hésitez pas à les poser dans le chat aussi en parallèle. On le reprendra à la fin de la présentation. Et avant de rentrer dans le détail du fonctionnement et du dispositif de l'autoconsommation collective, je voulais tourner autour en faisant un préambule sur le contexte de développement et d'abord le définir succinctement, sans rentrer dans les détails. C'est assez simple, ça peut se résumer en une phrase. L'autoconsommation collective, c'est échanger une production d'électricité entre plusieurs compteurs proches en utilisant le réseau public. Vous avez vu qu'il y a une couleur différente pour chaque bloc de mots, parce qu'à chaque couleur vont impliquer une réflexion très importante sur chaque point pour mener à bien un projet d'autoconsommation collective. Le échanger implique des échanges d'énergie, que ce soit à titre gratuit ou avec de la vente ou un contrat commercial. Une production d'électricité implique d'avoir absolument une production, donc une installation de production d'électricité qui est faisable, qui est réalisable à moindre coût et de manière économique. Donc c'est un préalable très important. Entre plusieurs compteurs, vous voyez que ça va impliquer plusieurs compteurs sur le réseau public, mais ça peut être impliquer une seule personne ou plusieurs personnes. Mais le sens du collectif dans l'autoconso collectif, c'est plusieurs compteurs. Proche, ce sera défini par le cadre et les arrêtés qui nous donnent la définition du proche, et c'est forcément en utilisant le réseau public qu'on s'échange cette production d'électricité. On va dans la suite se concentrer sur les collectivités et l'autoconso collective, parce que dans le cadre des générateurs, notre mission est de conseiller les collectivités, donc la place de la collectivité dans l'autoconsommation collective, et puis zoomer spécifiquement sur le photovoltaïque, parce que dans la définition, vous voyez qu'il y a marqué production d'électricité, mais on peut faire de l'autoconsommation collective avec d'autres productions d'électricité que le photovoltaïque, même si aujourd'hui, c'est la production d'électricité majoritaire dans les opérations qui se développent. Les opérations qui se développent en France sont encore en petite quantité, parce que c'est un dispositif qui est assez récent, qui a quelques années. Donc il y a un peu plus de 300 opérations actives, 32 en Nouvelle-Aquitaine, pour un peu plus de 22 mégawatts installés, plus de 4000 participants, mais avec une croissance très très forte de ce dispositif lié à l'actualité autour du photovoltaïque, du prix de l'énergie et de l'intérêt général de l'autoconsommation. Donc, je tourne autour de l'autoconso collective, d'abord pour bien qu'on ait un vocabulaire commun pour comprendre le mécanisme de l'autoconso collective. Avant de passer sur la partie réseau, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une consommation et une production photovoltaïque? On peut dissocier complètement les deux et avec une consommation s'alimenter avec un fournisseur d'électricité et la production photovoltaïque injecter la totalité de l'électricité sur le réseau. Dans ce cas-là, on n'a aucun lien avec la consommation sur place. Pour avoir un lien, il faut raccorder l'installation photovoltaïque directement sur le site qui consomme, donc électriquement sur le même tableau électrique, la même installation électrique, avant le réseau. Et quand on fait ça, on peut
garder une partie de l'électricité produite. Si on a trop d'électricité, l'injecter sur le réseau. Mais la partie d'électricité qu'on peut garder dépend, comme c'est illustré ici, sur une journée du moment où on produit et du moment où on consomme. Donc il y a tout ou partie de l'électricité qui peut être gardée en fonction du niveau de consommation et de production. Et cette partie verte que vous visualisez ici, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle. Individuelle parce que c'est ce qu'on autoconsomme avant de passer sur le réseau électrique. Donc ça, c'est important, c'est à privilégier. Il y a un développement de plus en plus massif de l'autoconsommation individuelle et on va le retrouver dans la suite, ce mode de valorisation. Ce mode de valorisation dépend de la manière dont on se raccorde au réseau. Vous voyez, soit on injecte la totalité, soit on injecte uniquement l'excédent. Pourquoi on privilégie ça? Parce que ça permet de faire des économies sur la facture d'électricité. Et là, vous avez une illustration du prix, enfin de la répartition du prix d'un kilowattheure électrique hors abonnement. Quand on achète de l'électricité, on achète à la fois de l'abonnement et une partie variable en fonction de notre consommation en kilowattheure. Et dans cette consommation, il y a une bonne partie qui est le prix de l'énergie. Et puis ensuite, soit des contributions, qui est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui va revenir au gestionnaire de réseau pour la gestion, le développement du réseau électrique, soit des taxes qui reviennent à différentes entités. Et quand on fait de l'autoconsommation individuelle, on réduit notre demande vis-à-vis du fournisseur et donc on ne paye pas l'ensemble de ce prix-là. Les taxes, l'accès au réseau, parce qu'on est avant le réseau quand on autoconsomme, ainsi que le prix de l'énergie. Je rentre dans cette distinction parce que quand on va parler d'autoconsommation collective en utilisant le réseau public, l'utilisation du réseau public va nous rendre assujettis à la contribution, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité et les taxes. Donc en autoconsommation collective, les économies sur la facture vont pas être les mêmes ou devront être calculées un peu différemment qu'en autoconsommation individuelle, parce qu'on va ne toucher qu'au prix de l'énergie. Ensuite, comme je le disais en amont, pour faire de l'autoconsommation collective, il faut une installation de production. Donc c'est vraiment un préalable. Avoir une installation de production et une installation de production qui tienne la route et qui arrive à produire un kilowattheure le moins cher possible. Alors volontairement, je vous ai mis une grosse fourchette pour dire que si vous avez une installation photovoltaïque qui fait 10 mètres carrés ou 1000 mètres carrés, 10 mètres carrés sur un bâtiment où vous avez du désamiantage, du renforcement de structure, changement de couverture, ou un bâtiment de 1000 mètres carrés où il n'y a que des panneaux à poser, ça ne va pas être le même coût de production. Ce travail-là est essentiel. Trouver le meilleur endroit où produire de l'électricité pour pouvoir ensuite valoriser l'électricité au mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité après? Ce que j'évoquais tout à l'heure, l'autoconsommation individuelle, sur le site où on produit, s'il y a de la consommation, si la consommation est relativement chère. Donc là, c'est des ordres de grandeur en centimes d'euros le kilowattheure, mais ça, c'est à analyser site par site. Donc si c'est opportun, je peux faire de l'autoconsommation individuelle. Et si je n'autoconsomme pas sur le site, la seule chose que je peux faire d'autre, c'est de l'injecter sur le réseau. L'électricité que j'injecte sur le réseau, ensuite, soit je peux l'attribuer à d'autres compteurs et faire de l'autoconsommation collective, soit la vendre, et je ne peux rien faire d'autre. Dans la vente, je peux le vendre soit avec des tarifs aidés par l'État, à travers ce qu'on appelle les tarifs d'obligation d'achat, qui sont pour des installations photovoltaïques sur des ombrières ou des bâtiments qui font moins de 500 kW crête. D'ailleurs, il y a une erreur, là, c'est moins de 500 kW crête, qui représente à peu près 2000-2500 mètres carrés de capteurs. Donc, c'est beaucoup d'installations qu'on peut retrouver sur du patrimoine des collectivités. Soit on peut vendre l'électricité sur le marché libre à un prix négocié directement avec un fournisseur d'électricité et en ordre de grandeur qui peut aller jusqu'à 0, c'est-à-dire on donne l'électricité à un fournisseur qui s'en charge pour gérer son intégration dans le réseau électrique.
Les ordres de grandeur d'économie quand on fait de l'autoconsommation individuelle et collective, vous voyez, sont pas les mêmes. C'est lié à ce que j'évoquais juste avant, l'assujettissement au TURP, à l'accès au réseau et aux taxes. Donc on fait un peu moins d'économie en autoconsommation collective. La vente va dépendre de la taille et de la manière dont on raccorde l'installation au réseau. On a l'arrêté du 6 octobre 2021 qui nous définit bien quel tarif on a en fonction de l'installation qu'on réalise. Et voilà, la vente sur marché libre, par contre, c'est à négocier directement auprès des fournisseurs. Donc en fonction de la production, du site et de comment vous pouvez valoriser au mieux votre électricité, l'autoconsommation collective est une manière de valoriser l'électricité différente de ce qui existe déjà à travers l'autoconsommation individuelle et la vente. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une option de valorisation qui peut exister, qu'on peut enlever, qui peut exister, qu'on peut enlever, qui est assez souple et modulable. C'est-à-dire que je peux faire une installation en injection au réseau et en vente, ou demain, je rajoute ce mode de valorisation, et après-demain, je l'enlève. C'est uniquement administratif. L'installation est toujours injecte toujours de l'électricité au réseau, à ou non de l'autoconsommation individuelle, et à un contrat de vente d'électricité ou de don de l'électricité par ailleurs. Donc c'est cette souplesse aussi qui est assez séduisante dans l'autoconsommation collective, mais ce n'est qu'un mode de valorisation de l'électricité. C'est pas un élément qui doit déterminer la recherche du meilleur projet à faire. La recherche du meilleur projet à faire, ça passe par une installation photovoltaïque qui arrive à produire à moindre coût, peu importe le mode de valorisation derrière de l'électricité. Une collectivité qui va faire du photovoltaïque, et donc potentiellement de l'autoconsommation collective, le fait dans un cadre qui est défini, notamment, je reviens juste à la diapo d'avant, vous avez vu qu'il y a des situations où je vais avoir de la vente, que ce soit de l'autoconsommation collective où je vends à quelqu'un d'autre, ou de la vente à des tarifs fixés par l'État ou à un fournisseur. À partir du moment où j'ai de la vente, donc dans ces trois modes de valorisation, une collectivité doit gérer une activité de vente dans ce qu'on appelle un budget annexe ou un SPIC, un service public industriel et commercial, avec un type de budget M4, enfin des particularités de comptabilité publique, que vous pouvez retrouver en détail dans un guide qu'on a réalisé qui est sur notre site internet, qui vous explique comment monter ce SPIC, comment créer un budget d'investissement, de fonctionnement, quand on fait une installation photovoltaïque en tant que collectivité avec de la vente. Il n'y a que, comme c'est noté dans l'encadré en rouge, des projets où il y a absence de vente, qui n'ont pas l'obligation d'être gérés dans un budget annexe. Les projets sur des patrimoines de collectivité où il n'y a pas du tout de vente, c'est des projets où on arrive à autoconsommer tout sur le site en autoconsommation individuelle. C'est-à-dire soit des toutes petites installations de production, soit des installations sur des sites qui sont fortement consommateurs, particulièrement l'été, particulièrement la journée. Ce qui n'est pas le cas forcément d'un atelier, d'une école, d'une mairie, d'une salle des fêtes. Donc on va retrouver ça uniquement sur peut-être des EHPAD, des piscines, des stations d'épuration. Il y a très peu de bâtiments qui sont concernés par ça. On a eu au mois de mars 2023 la loi APER, d'accélération pour les énergies renouvelables, qui a introduit une dérogation à la mise en place de ces budgets annexes, en modifiant le Code général des collectivités territoriales, où je vous ai listé ce qu'a modifié la loi APER. Et dans cette modification, il est indiqué que l'obligation de budget annexe n'est pas applicable lorsque la production d'électricité photovoltaïque n'excède pas un certain seuil de puissance défini par arrêté. Donc, comme l'arrêté n'est pas encore sorti, on l'attend, comme je le mets en dessous, pour le mois de mai, mais en l'absence d'arrêté, un budget annexe est obligatoire quoi qu'il arrive, et l'arrêté nous dira dans quelles conditions une collectivité peut déroger à cette obligation. Après l'arrêté, il restera à avoir une réflexion stratégique, économique sur est-ce qu'un projet photovoltaïque doit se porter dans un budget annexe ou pas.
Je tourne encore une dernière fois autour de l'autoconso collective, après on y vient. En tant que collectivité, il faut vous poser 3 grandes questions quand vous voulez faire un projet d'autoconsommation collective. Et les 3 grandes questions, c'est en fonction des 3 casquettes que vous avez ou que vous pouvez avoir. Vous pouvez être producteur, et en tant que producteur, parce que vous avez des objectifs dans le cadre de vos plans climat, dans le cadre des démarches environnementales des collectivités, vous avez cette obligation de créer un budget annexe s'il y a de la vente. Et puis, un point d'attention, il faut aussi être vigilant à ne pas cumuler le tarif d'obligation d'achat, qui est une aide d'État, avec d'autres aides publiques locales ou européennes, du Fonds vert, du FEDER, du LEADER, qui sont incompatibles avec les tarifs d'obligation d'achat, les tarifs fixés par arrêté pendant 20 ans sur les contrats que j'ai évoqués précédemment. Donc ça oriente le choix, le type de projet que vous allez faire. Ensuite, en tant que consommateur, vous pouvez vous autoproduire votre électricité en produisant sur un de vos bâtiments, en autoconsommant, en faisant de l'autoconsommation individuelle sur un compteur, collective sur plusieurs de vos compteurs. Et comme ça, vous réduisez vos factures en tant que consommateur, et c'est très bien. Après, en tant que consommateur, vous pouvez aussi acheter votre électricité au meilleur prix. C'est votre devoir de collectivité. Et ça peut être fait auprès d'un fournisseur ou auprès d'un producteur local qui, lui, produit et peut, dans le cadre de l'autoconsommation collective, vous alimenter et vous vendre un service, vous vendre de l'énergie pour réduire vos factures d'électricité. En tant que consommateur, du coup, vous êtes, vous achetez à quelqu'un quelque chose, vous êtes soumis au cadre de la commande publique, de la consultation, de la mise en concurrence. Et puis, bien raisonner aussi en tant que propriétaire de foncier ou de patrimoine bâti, où vous avez des espaces au sol, des parkings et des bâtiments. Et donc, il y a des règles de la domanialité publique et la mise à disposition de ces espaces-là à respecter. Et notamment, mettre à disposition ces espaces pour faire de la production d'énergie, c'est très bien encadré. Ça va passer par des conventions d'occupation temporaire, des baux emphytéotiques, baux à construction, enfin différents dispositifs en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais à partir du moment où on y rajoute de l'autoconsommation, ça veut dire que vous mettez à disposition un espace à quelqu'un pour ensuite vous disposer de l'électricité pour vos propres besoins et mettre à disposition quelque chose pour les besoins de la collectivité, ça passe par un marché de concession. Donc c'est un peu plus complexe. Il y a des sécurités juridiques à avoir quand vous montez ce type de marché. Donc voilà, il faut être vigilant à ce genre de choses. Ça, c'est ce qui tourne autour de l'autoconsommation collective. On va pouvoir rentrer du coup dans la définition exacte, qu'on n'a pas encore faite, de ce que c'est que l'autoconsommation collective, sur le principe et les types de projets que vous allez pouvoir faire. L'autoconsommation collective que j'ai définie très succinctement tout à l'heure peut être détaillée avec un peu plus de texte que je vous ai mis là. Le principe du début, c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vous relaisserai le lire et lire cette trace écrite. Par contre, les critères à respecter pour pouvoir faire de l'autoconsommation collective sont importants. Ils sont encadrés par l'arrêté du 21 novembre 2019. Et pour pouvoir en faire, il faut que tous les points, vous vous rappelez, collectif, c'est vraiment plusieurs compteurs. Donc tous les compteurs qui consomment ou qui produisent doivent être accordés à un même réseau d'un unique gestionnaire de réseau public. Donc c'est-à-dire, ça c'est un point particulier notamment pour les Deux-Sèvres et la Vienne, où on a dans les Deux-Sèvres un autre gestionnaire de réseau qu'Enedis, on a Geredis et SRD dans la Vienne. Il faut absolument que les compteurs appartiennent pour une même opération à un même gestionnaire de réseau. La partie, on n'est plus en basse tension, la partie basse tension, c'est que pour de hors énergie renouvelable, je corrigerai. On peut faire de l'opération d'autoconsommation collective sur des sites raccordés en haute tension. Il faut que les compteurs soient distants de moins de 2 km entre eux à vol d'oiseau. Il y a une modification ou une précision de ce point-là dans un dernier arrêté le 19 septembre 2023 qui nous a dit qu'on pouvait avoir des dérogations sur demande du ministère
en fonction de la commune où on est. Si on est en zone urbaine, on n'a pas de dérogation possible. Si on est en zone périurbaine, on peut avoir des dérogations à cette limite jusqu'à 10 km et jusqu'à 20 km en zone rurale. Le périurbain et rural étant bien défini par une liste de communes sur le site de l'INSEE, donc c'est assez clair là-dessus. On a ensuite une autre limite en puissance maximum de production à 3 MW par opération d'autoconsommation collective, ce qui représente autour de 3 hectares de panneaux photovoltaïques, donc ce qui laisse de quoi voir venir. Dans ce cadre existant, qui peut être modifié, qui a déjà été modifié plusieurs fois depuis 2017, la date où l'autoconsommation collective a été juridiquement définie. Ça peut être amené encore à être modifié dans l'avenir, donc il faudra être vigilant et suivre ces évolutions administratives juridiques. Ça peut nous amener à faire différents types d'opérations. Je vous ai remis ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour faire de l'autoconsommation collective, avant tout, il faut avoir une production. Il faut avoir un producteur qui paye une installation de production, qui se raccorde au réseau public d'électricité avec un contrat d'accès, des démarches et une mécanique assez classique en photovoltaïque à faire avec le gestionnaire de réseau. Et puis ensuite, une valorisation de l'électricité à travers un contrat d'achat, un contrat d'obligation d'achat si c'est sur 20 ans au prix aidé par l'État, un contrat d'achat avec un fournisseur choisi sur le marché ou un don du kilowattheure. Mais il y a toute la mécanique classique d'installation photovoltaïque. Et à ça, on vient rajouter en option de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire alimenter, dans le respect du périmètre et des critères définis avant, des consommateurs ou des compteurs proches, qui, eux, par ailleurs, continuent à avoir leur fournisseur d'électricité pour l'électricité qui ne vient pas du producteur local dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective. Pour pouvoir savoir s'il y a plusieurs compteurs, où va l'électricité et comment va l'électricité, il y a une répartition que je laisserai Patrick Asquette d'Enedis détailler tout à l'heure, parce que c'est le rôle du gestionnaire de réseau est très important à ce niveau-là, sur le comptage, la gestion, la fourniture des données et de la répartition de l'ensemble des flux sur une opération d'autoconsommation collective. Donc je ne rentre pas plus dans le détail. Mais pour pouvoir qu'Enedis ou que les gestionnaires de réseau fassent cette répartition, il faut qu'il y ait une entité qui échange avec le gestionnaire pour lui dire comment faire. Cette entité, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon de l'autoconso collective, la PMO, la personne morale organisatrice d'une opération. Et ça, c'est un critère obligatoire et important pour mettre en œuvre une opération d'autoconso collective. Il faut une PMO, une entité qui réunisse en son sein les consommateurs et les producteurs pour pouvoir échanger avec le gestionnaire de réseau. Ça, c'est le cadre général. On se retrouve du coup dans ce cadre-là à avoir deux grands types d'opérations, ce qu'on appelle les opérations patrimoniales. Patrimoniales parce que c'est une opération sur le patrimoine d'une entité. Un producteur qui peut être la collectivité sur la salle des fêtes et qui alimente les autres bâtiments de la commune, ou dans ce cas-là, la PMO, c'est la commune, d'emblée. Ce n'est pas forcément une structure à créer, la PMO, ça peut être une structure existante, parce qu'elle réunit les consommateurs et les producteurs. Toute personne qui a plusieurs compteurs et plusieurs patrimoines peut faire une opération patrimoniale. Et on distingue ça des opérations ouvertes, où il y a plusieurs acteurs, où les entités consommateurs et producteurs ne sont pas les mêmes. Et dans ce cas-là, il faut s'assurer que l'ensemble des participants soient juridiquement liés au sein d'une PMO, qui est une entité existante ou à créer. Donc les acteurs au sein de la PMO, des exemples, ça peut être tout le monde, dont les collectivités. Et des exemples de PMO, ça peut être la collectivité pour son patrimoine. Les bailleurs sociaux ont un cadre un peu particulier sur l'autoconsommation collective, mais qu'on ne va pas décrire ici. C'est souvent des associations qui peuvent être créées pour être PMO, ad hoc, des structures juste pour une opération. Ça peut être le CRER, ça peut être d'autres structures qui proposent ce service de PMO. Ça peut être des PMO syndicales aussi. Il y a des projets de syndicats départementaux en Nouvelle-Aquitaine qui ont pour projet de proposer ces services de PMO. Donc, il y a une diversité de possibilités. Cette PMO,
son rôle minimal, c'est le dialogue avec le gestionnaire de réseau et cette signature, cet établissement d'une convention d'autoconsommation collective. Et dans cette convention, la PMO indique au gestionnaire qui sont les participants, qui sont les producteurs, qui sont les consommateurs, comment se répartit l'électricité entre chacun, et informe le gestionnaire de réseau de tous les changements. Est-ce qu'il y a des coefficients qui changent sur la répartition? Est-ce qu'il y a un producteur qui se rajoute? Est-ce qu'il y a un consommateur qui s'enlève? Et donc, c'est cette PMO qui est garante de la transmission des bonnes informations au gestionnaire de réseau pour qu'il puisse faire l'ensemble du comptage et de la répartition souhaitée dans le cadre de l'opération. Pour aller plus loin après ce webinaire, vous avez un guide pédagogique à réaliser Enedis sur les étapes d'un projet d'autoconsommation collective, les points clés, et qui rappelle tout ce qu'on a vu avant et qui est très intéressant et à garder avec vous précieusement. Et on a la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi qui a fait un guide à destination des collectivités qui précise justement le rôle et l'implication des collectivités, soit en tant que producteur, consommateur ou entité qui met à disposition un espace pour réaliser de l'autoconsommation collective. Je m'arrête ici. Je vais, Patrick, te laisser la parole pour que tu puisses nous préciser le rôle, l'implication du gestionnaire de réseau dans le cadre des opérations d'autoconso collective. Merci Mathieu, merci Alvina pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose effectivement par rapport à tout ce que Mathieu vous a déjà expliqué en termes de cadre réglementaire et de fonctionnement, de principe de l'autoconsommation collective, essayer de vous éclairer un petit peu plus le rôle du gestionnaire de réseau là-dedans. Juste un rappel, mais Mathieu l'a déjà décrit tout à l'heure. Ce qui vous intéresse là, sur le cadre réglementaire, c'est ce que l'on voit sur la partie verte, la partie de droite, puisque en tant que collectivité AODE, voilà, c'est ce modèle-là qui vous intéresse, à savoir qu'il y a un modèle de périmètre étendu, soit standard, soit dérogatoire, et vous l'avez compris, c'est une notion de distance. Et tant que vous êtes dans les 2 km entre le consommateur et le producteur, vous restez dans le modèle standard. On peut se raccorder sur le réseau basse tension et sur le réseau haute tension avec une limite de puissance 3 MW, ça a déjà été dit. Et le modèle dérogatoire avec un courrier adressé à la DGEC, au ministère de l'Énergie. Donc, il y a une adresse en particulier à connaître. Et là, on peut aller avec de nouvelles règles comme les 10 km en suburbain, 20 km en milieu rural, où il faut justifier justement de la faible densité de population sur votre territoire et ça peut être pris en compte, mais avec les mêmes règles de raccordement et de puissance. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux conditions réussies de l'autoconsommation collective et retenir 5 points en particulier. Ce qui est à retenir, c'est que tout d'abord, la définition de cette personne morale organisatrice, elle a un rôle prépondérant et c'est vous en tant qu'élu qui allez de fait par la loi être désigné comme PMO puisque vous allez pouvoir organiser et décider les intervenants sur ce projet. Donc les bénéficiaires, les producteurs, c'est vous qui allez mener le projet dans son ensemble. Et nous, gestionnaires de réseau, on va vous écouter, on va vous accompagner, mais on va observer le projet et éventuellement vous apporter quelques conseils sur la stratégie. Le deuxième sujet qui est important, c'est également de se poser la question si tous les compteurs sont communicants. Alors, comme vous le savez, sur le segment 36-250 kW, ils sont de fait communicants. Et en revanche, sur les compteurs plutôt inférieurs à 36 kW, donc ce qu'on appelle le compteur Linky, eh bien, on va aussi vérifier ce point-là et s'assurer qu'effectivement tous les compteurs ont été remplacés et sont donc communicants. L'avantage, l'intérêt de ces compteurs, c'est que, comme son nom l'indique, ils vont faire remonter toutes les informations par les outils, par pas de 30 minutes, toutes les courbes de charge, et va permettre ainsi, à travers un outil de pilotage, de savoir quelle est la production qui a été fournie sur chacune des journées, à chacune des heures, et de voir en face ce qui a été également consommé.
Le troisième point à retenir, c'est qu'effectivement, dans le projet, il faudra identifier si c'est plutôt sur un site existant qu'on va installer de la production ou si c'est plutôt sur des nouveaux sites. Et on va s'attacher à savoir la question du raccordement, s'assurer que le type de raccordement est réalisable, faisable, avec un coût, avec un délai possible. Et donc, c'est un élément structurant du projet qu'il ne faudra pas négliger. Et puis, il y a un élément qu'a évoqué Mathieu, c'est cette convention entre la personne morale organisatrice et l'EDIS, ou le gestionnaire de réseau, tout simplement parce que on va suivre dans la durée les entrants, les sorties, les entrants et suivre également, vérifier auprès des fournisseurs et des producteurs que les courbes de charge soient bien visibles et que les éléments facturables reviennent bien au niveau des factures. Alors, comme vous le savez, la partie facturation, c'est chaque fournisseur qui en a la responsabilité. Et le rôle d'Enedis là-dedans, c'est juste de s'assurer que les courbes de charge remontent bien à la PMO et à l'ensemble des fournisseurs. Et puis un dernier point que l'on verra juste après, c'est le plus important, c'est au plus tôt de solliciter évidemment le gestionnaire de réseau, Enedis, parce que c'est, comme vous l'avez compris, il y a des éléments importants à savoir pour le bon fonctionnement. Il y a un raccordement possible à prévoir, donc évidemment c'est structurant pour le planning du projet. Avoir aussi une vision globale de l'ensemble du projet, comprendre un petit peu la situation. Il peut y avoir des espaces de 2 hectares, des espaces de quelques mètres carrés sur des toitures. Et cela peut avoir une influence sur la manière de conduire votre projet. Et on peut imaginer un projet avec plusieurs variantes, plusieurs étapes, qui se construit avec 2 bénéficiaires et un producteur, et puis élargir à plusieurs producteurs et plusieurs bénéficiaires. Donc voilà, ça peut se faire en plusieurs étapes. Et là aussi, Enedis est là pour vous accompagner sur cette variante. Et puis surtout, voilà, définir aussi cette stratégie. Où est-ce qu'on en est de la création de bâtiments, est-ce que c'est des sites existants ou est-ce que les sites de production existent aussi parfois. Ils peuvent aussi exister sur un ancien modèle de vente direct à un responsable d'équilibre et le souhait de basculer sur un projet d'autoconsommation collective, c'est aussi possible. Sur le slide suivant, ce qu'on peut voir, c'est effectivement le planning et les étapes clés alors, celui d'avant, merci. Ouais. En fait, c'est les étapes clés du projet, les moments clés. La partie de gauche, là, c'est vous qui êtes acteur, essentiellement, évidemment, pour l'élaboration du projet. Comme le disait Mathieu, il y a une étude de faisabilité, une étude juridique, une étude financière. Et au plus tôt vous nous sollicitez pour essayer de nous présenter ce projet-là, on va aussi être là pour vous expliquer si raccordement ou pas il y a, est-ce qu'il y a vérifié les comptages, voilà, qu'on ait vraiment tous les éléments du projet en tête et qu'on ait vérifié un certain nombre d'éléments pour simplifier le travail par la suite. Et puis, à un moment donné, vous allez construire votre projet, votre site de production ou votre bâtiment. Évidemment, la demande de raccordement va très rapidement être un enjeu et on pourra ainsi, dans le planning, intégrer les délais de raccordement dans le projet. Et là, on bascule à ce moment-là, au moment de la décision de se lancer sur le projet. On a des idées de planning sur le raccordement. À ce moment-là, on finalise une convention entre la PMO et le gestionnaire de réseau. Et on commence à vérifier tous les éléments de courbe de charge qui remontent bien, qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau des comptages. Et une fois que le raccordement et la mise en service du producteur est réalisé, à ce moment-là, on peut officiellement lancer l'opération d'autoconsommation collective de manière officielle et avec la connaissance des bénéficiaires et des producteurs. Une fois cette étape franchie, une équipe du côté de Montpellier, donc qui
qui suit l'ensemble des calculs et des publications, s'assurera par la suite de la remontée des courbes de charge, donc gérera l'opération, les entrées-sorties des participants et sera votre interlocuteur sur la partie exploitation du projet. Juste un dernier point à préciser, c'est sur les clés de répartition. C'est un élément à savoir dès le début qu'on aura à partager lorsque vous aurez à présenter votre projet. Il y a 4 modèles possibles. Alors, un modèle, le tout premier modèle qui existait, c'était un modèle statique où on définissait de manière assez arbitraire le pourcentage de répartition de la production par consommateur. Ensuite, on a proposé un modèle dynamique, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de modifier chaque mois le pourcentage des consommateurs en fonction des besoins et en fonction des résultats. Et puis est arrivé ensuite un nouveau modèle qui s'appelle dynamique par défaut. Celui-ci, c'est en fait une intelligence artificielle que l'on propose, qui est gratuite, qui permet en fait de transmettre donc les données, les références des comptages producteurs et consommateurs. Et cette intelligence artificielle permet d'adapter, d'optimiser toute la partie production par rapport aux besoins de consommation. Et à la fin, il y aura peut-être aussi du surplus et la possibilité pour la PMO de le valoriser avec des règles que la PMO définira. Donc, c'est l'outil qui va adapter au cas par cas, dans la journée, toutes les productions par rapport à la consommation. Et puis le tout dernier, là, qui date de fin d'année, c'est le full dynamique. Maintenant, on sait que voilà, il y a une vraie demande autour de ces projets. Il peut y avoir plusieurs productions, plusieurs consommateurs, et on adapte et on répartit l'ensemble des productions à l'ensemble des consommateurs, quelles que soient les situations. Et là, ça permet encore une fois d'optimiser l'ensemble du projet. Et là, ces éléments-là sont identifiés, sont définis dans notre discussion dans le cadre de la convention. C'est ce point-là qui est calé dès le début du lancement du projet et qui permettra de paramétrer l'outil de gestion des coûts de charge. Voilà, je reste à votre disposition évidemment pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. Merci beaucoup Patrick pour ces précisions. Et sans transition, je vous propose d'enchaîner par le témoignage de Nicolas Thierry de Albret Communauté. Nicolas, à toi. Bonjour à tous, donc Nicolas Thierry, je suis chargé de mission, je suis chef de projet territoire énergie positive pour la communauté de communes de Albret. Dit autrement, je suis responsable du service transition énergétique. Donc, on a été lauréat à territoire énergie positive depuis 6 ans avec l'ADEME et la région de Nouvelle-Aquitaine. Et en quelques mots, pour présenter le territoire sur la slide suivante, vous allez voir qu'on est assez dynamique sur le sujet de la transition énergétique. En quelques mots, sur la communauté de communes, donc on est 33 communes pour 27 000 habitants, un territoire plutôt rural comme vous voyez avec une grande superficie, tout est relatif bien sûr, mais 740 km² recouvert à plus de 50% en zone agricole. D'ailleurs, le territoire est pas mal recherché pour des projets en agrivoltaïque au sol, mais ça sera pour un autre sujet. Sur entre guillemets le palmarès ou la liste des outils qu'a mis en place la communauté de communes depuis plusieurs années. Donc on a un SCOT, on a un PLUI qui a été arrêté là au mois de janvier, qui sera effectif au mois de juillet. Le PLH qui a été mené en parallèle du PLUI, donc dans le cas de l'habitat qui a été également arrêté. Un plan climat et énergie territoriale qui était d'abord volontaire, puis qui est passé obligatoire suite à la fusion et la création de l'agro-communauté en 2017. Et aussi, on a un plan de mobilité durable, puis comme je vous l'ai dit, territoire TEPOS depuis 2018. Donc, tous ces sujets de transition énergétique et de production d'énergie renouvelable se retrouvent à travers les documents que j'ai cités juste avant. Et le président de la communauté de communes, Alain Lorenzini, a voulu aller plus loin
et se doter d'un bras armé supplémentaire pour la transition énergétique, donc de passer par l'outil SEM, qui est une société d'économie mixte locale, dont l'objet principal est le développement et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable. Donc on a créé cette SEM en juillet 2021 avec un capital social de départ de 500 000 euros, donc, qui nous permet déjà de faire pas mal de projets. Et autour de l'actionnariat de la SEM, donc la communauté de communes est bien sûr l'actionnaire majoritaire. Et on est entouré de 4 acteurs privés. Il y a la SEM départementale à Vergy du Lot-et-Garonne, il y a le groupe Valorem, donc, producteur éolien et photovoltaïque, qui sont pas mal connus à l'échelle nationale. Il y a le groupe Aliaserve pour tout ce qui est gestion d'énergie dans le bâtiment et Optimener, un bureau d'études spécialisé dans l'optimisation de process industriels et production de chaleur renouvelable, notamment via des process de cogénération. Et l'année 2022, donc dès la première année de création de la SEM, on s'est focalisé sur le développement du premier grappe de photovoltaïque. Donc c'était d'installer et d'exploiter des centrales sur toiture. J'invite Mathieu à passer sur la slide suivante, s'il te plaît, je te remercie. Donc des installations sur toiture. On a principalement visé le domaine public, c'est-à-dire sur le patrimoine municipal, puisque c'était plus facile d'accès pour nous, avec une meilleure maîtrise des contraintes qu'on peut avoir sur ce type de toiture. Donc la première grappe, c'est 7 centrales, très concrètement, dont 2 hangars et une ombrière. Donc c'est nécessité la construction de 3 bâtiments, répartis sur 6 communes. En termes de puissance, on est sur un peu plus de 1 méga accumulé. Et traduit en termes de production, c'est un peu plus de 1 giga, 1 giga 22 de production annuelle. Et la SEM est partie pour sécuriser son investissement sur des contrats de revente en totalité, afin de maintenir l'équilibre économique des projets. Donc on est sur des modèles en tiers investissement, c'est-à-dire que la centrale est payée, est maintenue et exploitée par la SEM. Et comme l'a dit Mathieu en introduction, on est sur le cas, par exemple, de signature de convention d'occupation du domaine public lorsqu'on installe sur une salle des fêtes ou une mairie. Et pour le cas du hangar et de l'ombrière, par exemple, on a signé un bail à construction après mise en concurrence de l'offre de la SEM auprès de la commune. Lorsqu'on a créé la société, donc la SEM, et dès qu'on est parti sur cette première grappe d'investissement, donc on n'est pas avant crise énergétique, mais on avait de suite senti la nécessité et l'opportunité de se pencher fortement sur les questions d'autoconsommation collective. Le contexte actuel nous a donné raison, puisqu'en quelques mots, les centrales photovoltaïques de la SEM sont rentables avec un prix de rachat, donc via EDF-OA. Je vais vous donner un TTC, donc c'est à partir de 16 centimes, soit 160 euros le mégawattheure en ordre de grandeur. Et actuellement, les communes payent leur kilowattheure de l'ordre de 31 centimes, 310 euros le mégawattheure. Donc entre 160 et 310, il y a un énorme gap. Donc il y a un intérêt de chercher à essayer de revendre cette électricité aux communes pour le bien de tous. D'une part, ça permet d'asseoir encore plus la rentabilité des projets de la SEM et de sortir d'autres projets demain plus facilement en fonds propres. Et ça permet de tirer vers le bas le coût des dépenses de fonctionnement des communes. Et je pense qu'on peut ne pas avoir peur de parler de réduction à coût de 30 ou 40% sur la part autoconsommable. Alors, je rebondis encore une fois sur ce que disait Mathieu en introduction. Bien sûr, on peut revendre l'électricité qu'au moment où le panneau produit, donc c'est exclusivement en journée, et qu'au moment où on consomme le bâtiment et le point de livraison qui sera inscrit dans le périmètre de l'autoconsommation. Actuellement, des projets, toutes les centrales sont installées. La moitié d'entre elles sont raccordées, puisque les délais Enedis sont parfois très réactifs, mais parfois on a un tout petit peu de retard. Donc là, on aura d'attendre que 3 centrales soient raccordées et suivra après tout le schéma classique de contractualisation avec EDF-OA pour avoir le contrat de revente totale. Mais ce qui nous intéresse là, c'est l'étape de l'autoconsommation collective. Donc on est en discussion avec le CRER pour monter
toute l'offre nous accompagne sur ce sujet. Au moment où on se parle, on a fait le calcul de la part d'autoconsommable, c'est-à-dire qu'on a pris la consommation de l'ensemble des points de livraison de chaque commune où se situe physiquement la centrale. Et on a regardé combien chaque point de livraison pouvait absorber de la centrale qu'il y avait sur le périmètre de la commune. Et donc d'en déduire combien de kilowattheures on pourrait revendre à la commune. Donc d'un point de vue de la SEM, c'est savoir combien on peut revendre, et d'un point de vue de la commune, c'est combien on peut absorber et donc autant d'euros économisés par rapport aux fournisseurs classiques. Encore une fois, pour la commune, c'est tout à fait transparent d'un point de vue qualité de consommation, parce qu'elle ne quitte pas son fournisseur, donc au moment où la centrale ne produit plus, il n'y a pas de concurrence. Donc on nous disait l'arrêt du tarif qui va avec, c'était très facile à déterminer, et là on va l'arrêter avec les communes, je pense début avril, on est plutôt de l'ordre du centime près à calculer, c'est à peu près ce qu'on va pouvoir proposer. Le frein actuel qu'on identifie, c'est le choix de la PMO. Parce que quand on avait créé la société en 2021 et dans les premières rédactions de nos statuts, donc les premières versions en 2020, on avait déjà anticipé ce sujet et on avait inscrit que la SEM pouvait être personne morale organisatrice de l'autoconsommation collective. On est confronté au... Excuse-moi Nicolas, tu peux rapprocher ton micro parce que y a des gens qui n'arrivent pas à t'entendre correctement. Je te remercie. J'en suis désolé. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est un peu mieux, oui. Merci. Un peu mieux. Bon, je reprendrai si jamais. Donc j'en étais sur le choix de la PMO. On avait prévu dans les statuts de la SEM de pouvoir que la SEM puisse être personne organisatrice de l'autoconsommation. Et il faut qu'on puisse affiner juridiquement ce cas de figure. On n'a pas encore les éléments de réponse, puisque dans le schéma classique, il faudrait que le producteur soit différent de la PMO. Alors que nous, on souhaiterait éviter la création d'une nouvelle entité juridique, même si le cas d'une association est simple à gérer, mais c'est pour avoir plus de souplesse dans la gestion des structures existantes. Donc, tant qu'on n'a pas créé la PMO, on ne peut pas s'adresser à Enedis pour pouvoir signer les conventions d'autoconsommation. Et il nous restera l'étape suivante, c'est le logiciel de facturation, puisque, comme on vous l'a dit dans l'explication, il faut que la SEM producteur puisse facturer aux communes derrière l'électricité qui sera réinjectée dans le cadre de l'autoconsommation. Je vous ai cité que les cas où on va travailler avec les communes, puisque c'est le périmètre prioritaire, mais à partir de 2024, donc sur la base de l'expérience qu'on va avoir là cette année, on va ensuite partir sur des opérations d'autoconsommation collective sur les zones d'activité de la communauté commune, et donc de pouvoir dupliquer le modèle pour utiliser une toiture d'une entreprise sur une des zones d'activité pour pouvoir lui revendre aux voisins l'électricité. Et s'il y a une possibilité que l'une des entreprises porte en propre l'installation, il y aura tout un intérêt économique pour cette structure, donc on sera facilitateur sur cette opération. Voilà. Si nécessaire, en 2 mots, s'il faut que je revienne sur ce que j'ai dit qui n'était pas audible, n'hésitez pas. Merci beaucoup Nicolas. Eh bien, on en a fini de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît. Et il y a eu déjà quelques questions-réponses dans le chat que vous pouvez consulter. Il y a une question de Philippe Balco. Existe-t-il des modèles de contrat de vente d'électricité entre un producteur et un consommateur, par exemple, un projet entre 2 acteurs formant une PMO? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut aller s'adresser à des structures d'accompagnement, à des AMO sur l'autoconso collective, à des juristes, parce qu'en fait, la réponse à cette question va dépendre de qui est le producteur, qui est le consommateur. Est-ce que c'est une personne physique, morale de droit privé, de droit public? Quel est le contrat entre du privé, du public, du public, du public? Donc, il faut voir au cas par cas, en fonction du type d'opération et des acteurs concernés et de leurs obligations propres.
pas, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des interrogations techniques ou juridiques ou réglementaires sur ce type de montage de projet. Voilà, vous avez les professionnels qui sont devant vous. Et si vous avez des questions qui vous arrivent un peu plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer un mail directement. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Hop. Alors, Monsieur Bourreau-Thomas, je Oui, vous laisse bonjour, poser votre question. Grand Poitiers. La question, c'est concernant l'effacement du TURP. Les textes que j'ai pu trouver précisent que les gestionnaires feront des propositions, parce que pour le moment, ça n'est pas arrêté. C'est-à-dire que sur l'autoconsommation individuelle, on l'efface totalement, mais à partir du moment où on est en collectif, dès qu'on a quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, dans la limite des 20 kilomètres sur les communes rurales, qu'est-ce qu'on prend comme calcul pour voir la rentabilité de l'opération? Merci. Je démarre et puis Patrick, si je dis bêtises, tu me complètes. C'est très clair qu'en autoconsommation collective, le consommateur est assujetti, comme s'il achetait de l'électricité à son fournisseur, à la partie variable du TURP sur sa facture d'électricité, qui est exactement la même que s'il achetait son électricité à un fournisseur. Donc ça ne change pas son TURP. Il y a, quand on est dans un cas particulier où le producteur et le consommateur sont raccordés sur le même, en aval d'un même poste de transformation, où le consommateur peut demander un TURP spécifique, que je ne détaille pas parce qu'il se trouve que dans la majorité des cas, il n'est pas intéressant. Voilà. Est-ce qu'en résumant, j'ai pas dit de bêtises, Patrick? Non, en fait, pour compléter, on voit bien que là, vous l'avez compris, le cheminement de l'électron et la valorisation de l'énergie partagée, c'est pas du tout les mêmes logiques. Quel que soit l'endroit où on se trouve, en fait, comme le dit Mathieu, la vraie question, c'est et le vrai bénéfice de l'autoconsommation collective, c'est de pouvoir bénéficier donc d'une production individualisée d'abord, et ensuite de pouvoir le mettre à disposition et donc du coup pour les consommateurs d'avoir un intérêt d'achat d'une électricité produite localement et de possiblement gagner sur sur la part d'achat de l'électricité. Donc le bénéfice et la rentabilité du coup du projet est liée en fonction du rôle que vous avez. Si vous êtes PMO ou si vous êtes plutôt bénéficiaire consommateur seul, évidemment le calcul se fait pas de la même manière. Donc le bénéfice, la rentabilité, elle est liée d'une part à la construction du projet, le site de production, la puissance du coup que vous allez développer, ce que vous allez bénéficier au niveau de votre tarif d'électricité produite par rapport à un tarif d'achat à un fournisseur. Voilà, le calcul de rentabilité se fait là-dessus. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat. Peut-on évaluer le coût des différentes taxes sur l'autoconsommation collective? Les mêmes qu'avec son fournisseur d'électricité, avec une particularité, c'est qu'Enedis, qui doit faire le comptage et la répartition pour l'ensemble des participants consommateurs, le consommateur va voir une partie fixe de son TURP, de la partie gestion de son TURP qui va augmenter de 50%. Et donc, en fonction du type de compteur d'abonnement, ça représente, ça démarre autour de 8 €, pareil si je ne me trompe pas Patrick, 8 € par an, et ça peut aller jusqu'à une centaine d'euros par an pour des gros compteurs, pour payer la prestation du gestionnaire de réseau qui compte tout ça. Donc, c'est la seule charge fixe, qui n'est pas une taxe mais une contribution pour le gestionnaire de réseau. Mais sinon, les taxes ne changent pas. Possibilité d'avoir une PMO jumelée entre privé et public avec une SEM, oui. Après, créer une SEM, enfin si c'est une SEM existante, oui. Créer une SEM juste pour ça, ça fait beaucoup de frais de fonctionnement, de juridique, d'administratif chaque année. Il faut qu'il y ait du kilowattheure en face pour justifier ce type de montage.
Est-ce qu'un modèle en ACC est réalisable avec le producteur privé tiers investisseur sur une toiture publique mise à disposition par une collectivité et l'ensemble des consommations réalisées sur des bâtiments de la collectivité avec une PMO associative? Oui. Oui, c'est possible. Dans le cadre d'une opération ouverte entre les communes et leurs EPCI, le PCI peut-il se porter PMO pour eux? Oui, parce que le PCI représente l'ensemble des consommateurs et producteurs. Après, l'idéal est d'avoir des... Enfin, je laisserai un juriste répondre à cette question dans un premier temps, mais je pense que la réponse est oui. Et il faudrait quand même sécuriser ça en faisant soit des délibérations, soit des contrats particuliers donnant l'engagement de l'EPCI en tant que PMO vis-à-vis de ces communes et notamment la relation PMO producteur, PMO consommateur. L'annuaire des opérations ACC actives, il n'y en a pas. Il y a dans les premières diapos le site d'Enedis sur lequel on va retrouver l'ensemble des opérations en France ou en région, mais agrégées. L'annuaire des opérations serait des informations sensibles. Tout le monde ne veut peut-être pas communiquer sur son opération d'autoconsommation collective, mais par contre, rapprochez-vous de votre conseiller générateur en fonction d'où vous êtes pour qui vous oriente vers des personnes qui ont accepté de témoigner sur leur opération. Mathieu, il y a aussi une question autour du raccordement, du coup, qui est posée par rapport au délai, par rapport au délai de raccordement, du coup. Je vous propose d'y répondre. En fait, ce qu'il faut retenir là sur ça, c'est que plus tôt vous nous contactez et vous nous présentez votre projet, et plus tôt, évidemment, on va vous aiguiller, si nécessaire, vers cette demande de raccordement. Et évidemment, plus facile sera la réponse pour le délai. Le délai, en fait, de raccordement, il faut se le dire, dépend du réseau que vous avez à proximité et de la puissance que vous allez vouloir injecter. Si vous voulez injecter 10 kW, c'est pas tout à fait la même chose que 250 kW ou 6 MW. J'exagère, mais on voit des projets d'autoconsommation collective avec des jolis projets avec 2 hectares disponibles et donc une puissance possible au final de quelques mégawatts. Donc, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les travaux à réaliser ne sont pas les mêmes. Et donc, le délai également. Donc, on n'a pas prévu de vous parler du parcours de raccordement. Ça peut être l'objet d'une autre intervention s'il y a un besoin. C'est Mathieu qui est à la manœuvre. Mais effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au plus tôt vous nous sollicitez, plus facile la réponse sera et une vision sur le raccordement avec ses délais et ses coûts sera possible. Le raccordement, oui, le raccordement. Alors, je vois la question qui se rajoute sur la facturation du raccordement. Alors, tout raccordement producteur est effectivement facturé aux demandeurs. Pour quelle raison? C'est tout simplement parce que si on ne facturait pas à des coûts de réalisation, alors si ce n'était pas le producteur, alors ce serait le TURP qui devrait le prendre en charge. Et vous imaginez bien qu'avec les objectifs de la PPE et des objectifs à 100 gigawatts, vous imaginez l'explosion du coût du TURP que cela aurait. Donc effectivement, le raccordement est bien facturé au demandeur, c'est-à-dire au producteur. Et continue Patrick sur est-ce qu'il y a un contact Enedis privilégié et facilité pour les collectivités? Alors il y a 2 types d'interlocuteurs privilégiés. Alors d'abord pour les collectivités, c'est ce qu'on appelle les interlocuteurs territoriaux. Il y en a pour la plupart des départements, il y en a au moins un, voire 2 ou 3, donc qui sont disponibles. Donc vous devez les connaître, sinon si ce n'est pas le cas, faites-le savoir. Et puis en interlocuteur privilégié producteur, il y a effectivement un contact sur chaque territoire de la région Nouvelle-Aquitaine.
Ça peut être par regroupement de trois départements. Il peut y avoir un interlocuteur. Et je ferai suivre les contacts de ces personnes, privilégiés producteurs, à Mathieu dans la synthèse du document. Merci Patrick. Avant de relaisser la parole à du monde qui lève la main, Serge, est-il possible de télécharger toute partie du PowerPoint qui vous sera envoyé, hein? Et pour présentation aux autres membres, c'est que tu fais partie d'un collectif de citoyens qui fait du photovoltaïque et peut-être même de l'autoconstruction collective bientôt. Alors oui, c'est possible de le diffuser. Par contre, c'est le but de cette présentation est pour les collectivités. Pour les collectifs citoyens, Sirena a dû déjà faire des présentations sur l'autoconsommation collective. Nous, on a fait également des formations pour IENR du réseau qui pourra vous partager des choses peut-être plus pertinentes pour les collectifs citoyens où la mécanique est un peu différente que pour les collectivités. Il y a Pierre Lebar qui voudrait intervenir. Vous avez une question? Hop. Alors le micro est ouvert, mais on vous entend pas par contre. Oui. Le temps que vous... On vous entend là? Non. Bon, sinon posez votre question dans la partie conversation parce qu'on n'arrive pas du tout à vous joindre. En attendant la question ou les dernières questions à venir sur la partie raccordement, effectivement, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra organiser un webinaire spécifique sur le raccordement au réseau des énergies renouvelables. Vous avez quelques pistes de réponse dans les premiers webinaires sur découverte du photovoltaïque et de l'éolien. Mais si c'est un sujet qui mérite un webinaire en entier, n'hésitez pas. Je pense que Patrick trouvera de quoi nous raconter des choses pendant plus d'1 heure. La dernière question, avant qu'on termine le webinaire, Mathieu. Oui, pour une opération en ACC où le site producteur sera premier consommateur identifié, doit avoir, alors là, il faut que vous me précisiez votre question, je suis pas sûr de bien la comprendre. Pour une opération en ACC. Ce que je comprends dans la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un consommateur sur le site, mais il peut y avoir plusieurs modèles en fait dans la question. C'est pour ça que c'est vrai que c'est pas facile à répondre. Il peut y avoir plusieurs modèles. Ouais. Vas-y, continue, pardon, Patrick. Évidemment, c'est le principe. Hein, on peut faire d'autoconsommation individuelle, donc on comprend bien qu'il y ait, on autoconsomme ce qu'on produit et dans le même bâtiment, si je comprends, j'interprète peut-être aussi la question, il peut y avoir un consommateur dans le même bâtiment et lui aussi peut bénéficier de l'autoconsommation collective, mais en passant par le réseau, même s'il est dans le même bâtiment. Il y a, excusez-moi, il y a Benjamin qui souhaiterait aussi intervenir, donc en direct. Allô? Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Alors, du coup, c'est Pierre Lebar. J'ai emprunté le micro de mon collègue. J'ai migré de bureau. J'avais une question au niveau du raccordement et notamment sur un principe que vous avez évoqué, qui est la modulation des projets en termes de puissance et de potentiel de nombre de raccordements, de nombre de mutualisation de ce raccordement. Je voulais savoir si dans les études de raccordement, les propositions de raccordement, il fallait prendre en compte justement cette mutualisation dès le début pour soit sur des projets existants, soit sur des nouveaux projets, les réservations de puissance au poste HTABT, et soit directement quand il y a création d'un nouveau poste sur un nouveau projet, est-ce qu'on prévoit pas un surdimensionnement de ce poste? Alors en fait, vous avez raison, là, cette question est fondamentale.
Ouais. Sur la demande de raccordement, il faut effectivement préciser si on est dans le cas d'un bâtiment existant ou d'un bâtiment à créer, donc c'est-à-dire un besoin en soutirage et un besoin en production. Il faut le préciser. Et l'outil, une fois que vous avez coché les bonnes cases, va savoir aiguiller en fonction de la puissance également. Si on est plutôt sur le segment 36 ou 150 kVA par exemple, ou haute tension à partir de 250, eh bien l'outil va faire en sorte d'aiguiller vers les bons services qui vous feront une étude et une réponse par rapport à soit c'est une production seule, on fait une étude de raccordement par rapport à une production et en fonction de sa puissance. Soit on fera une réponse avec un devis sur une création d'un raccordement qui intègre à la fois la production et la consommation. Voilà, donc ce qui est vraiment important dès le début du projet, c'est au niveau de la demande de raccordement d'être précis sur la finalité du projet. Il est parfois difficile d'imaginer le projet dans sa globalité, mais c'est l'interlocuteur d'Enedis avec qui vous aurez contact, avec qui vous devrez échanger pour dire c'est possible que dans un premier temps vous ayez prévu simplement un bâtiment existant et peut-être dans 2-3 ans de la production, ça change tout au niveau des raccordements. Donc il faut être le plus près possible de la réalité, du besoin, et le plus précis possible sur le besoin, si production seule ou production et consommation en même temps. Ouais, bon, ok, Et je rajoute une chose, c'est que la question et la réponse est complètement indépendante du fait qu'il y ait de l'autoconsommation collective ou pas. Là, on parle uniquement de raccordement. Le raccordement au réseau des installations photovoltaïques doit être fait, quel que soit le mode de valorisation de l'électricité. Donc, aucun lien avec l'autoconsommation collective en soi. C'est important, comme je disais, c'est le préalable d'avoir une bonne installation de production et qui puisse se raccorder. Mais voilà, c'était une précision. Et je pense qu'on va terminer les questions. Si vous avez d'autres questions, vous avez directement, depuis tout à l'heure, les contacts des différents intervenants. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail. Et Mathieu, est-ce que tu peux juste mettre effectivement l'autre diapo, s'il te plaît? Oui, alors juste pour information, pour ceux qui sont encore là, on a le tour des générateurs qui redémarre cette année. Donc, ce sont des visites de sites. Voilà, donc on en a une prévue le 12 avril dans l'après-midi pour découvrir un parc solaire photovoltaïque de la Mallerée en Dordogne. Les inscriptions sont toujours ouvertes, donc on va vous renvoyer un lien pour ceux qui étaient là aujourd'hui. Donc, pour découvrir le programme, les interventions et pour pouvoir vous inscrire et découvrir ce beau projet qui a été effectivement réalisé avec Enercop. Donc voilà, et d'autres visites qui seront programmées très prochainement durant pour les 6 mois à venir, avec de nouveaux webinaires aussi sur des thèmes précis concernant la filière photovoltaïque et la filière éolienne. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la newsletter Les Générateurs au niveau national et au niveau régional. Et je vous remercie à tous et à tous les intervenants. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.